à toutes et à tous, bienvenue chez Lucasfille, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Et aujourd'hui on va vous parler BD avec la BD sur Snoke, ou qu'il est vilain. Oh, qu'il est méchant, mais ça, on le savait déjà, hein. On a juste la confirmation. Le 11 septembre est sortie la bande dessinée dans la série Age of Resistance consacrée à Snoke. Et on le voit entamer la formation de Kylo Ren juste après, enfin c'est pas dit explicitement, mais très peu de temps après que Kylo ait détruit le temple de Luke. Ouais, c'est encore un bébé site. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est assez brutal hein, comme formation. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment ça fait le lien avec ce qu'on a pu voir dans les films et ce qu'on peut en retirer pour la résolution de la saga et la résolution de l'arc de Ben Solo. Et puis là, ils se sont fait plaisir hein, parce que on voit vraiment. Enfin, on a déjà plein de signes avant-coureurs sur ce qui va se passer dans le dernier Jedi. Bon, en fait, ils reviennent en arrière et ils nous montrent que ce qui se passe dans le dernier Jedi, on pouvait carrément s'y attendre. Et Snoke, il s'y est pas attendu. Et d'ailleurs, on était nombreux déjà à avoir noté que la dynamique entre Snoke et Kylo était celle d'un enfant maltraité face à son prédateur, à son abuseur. Ah, on est dans le domaine du malaisant, hein. C'est très très malsain hein, comme ambiance, hein. C'est très très malsain, bah, d'autant que Snoke, alors c'est peut-être moins net dans la bande dessinée parce que c'est un support différent, mais très clairement dans le dernier Jedi, dans le film, il est codé comme un pédophile et les créateurs du film l'ont très clairement fait savoir dans des interviews. Donc c'était complètement voulu de nous envoyer ces vibrations vraiment malsaines chez Snoke entre la garde-robe et puis Andy Serkis qui avait eu pour consigne de canaliser Hugh Hefner pour interpréter le personnage. On est vraiment, vraiment là-dedans. Et en fait, enfin, moi j'ai vraiment la sensation, et toi aussi, on n'est pas les seuls, que cette bande dessinée et vraisemblablement le reste des supports, des matériaux de l'univers étendu qu'on va avoir avant la sortie du 9 sont destinés à nous faire éprouver de l'empathie pour Ben Solo / Kylo Ren et prépare le terrain pour sa rédemption. On va voir comment ça marche avec la bande dessinée et les parallèles qu'on peut faire avec l'épisode Pour 8 les petits notamment. innocents qui n'auraient pas compris l'allusion à Hugh Hefner, hein, on parle du type qui a inventé Playboy hein, et qui adorait passer sa journée en pyjama entouré de bimbo, euh, plus ou moins déshabillé. Et donc c'est ça hein, la référence. Et d'ailleurs c'est amusant parce que la première fois qu'on voit Snoke dans Le Réveil de la Force, il est présenté plutôt en mode capuche Palpatine. Et dans le dernier Jedi, ils sont allés à fond dans pyjama party, vieux pervers dévoyés, etc. Et là, sur la BD, ils auraient pu reprendre plutôt le code Capuche Palpatine, et ils ont vraiment décidé de reprendre le costume qu'on voit dans le dernier Jedi. Ils avaient aucune nécessité à le faire. Il est en balade là, il n'est pas dans son boudoir, dans son environnement d'intérieur. Il est en train de se promener sur Dagobah, c'est salissant. Et non, il a mis son lamé doré, sa plus belle tenue de fête. Et ses babouches. Et ses babouches. Et c'est intéressant que tu utilises le mot boudoir parce que la salle du trône de Snoke, donc avec ses tentures rouges, etc., dans l'épisode 8, a été appelée par les créateurs le boudoir. Ah mais attends, je l'ai pas utilisé complètement. C'était voulu, mais en Ah fait ouais, je me doute. c'est pas par les créateurs, Aurélie, c'est par DJ. Il dit la phrase dans le film. Ah oui, c'est vrai, Quand il leur dit: «Je c'est peux dans le vous faire texte aussi. rentrer dans le boudoir», donc c'est vous dire que bon, c'est un lieu, pas très, très recommandé. Enfin, normalement ça devrait pas, mais pour un suprême leader, c'est un peu bizarre quand même comme, terme. Ouais, donc c'est pas très subtil, hein, encore une fois, et très clairement dans la bande dessinée, donc il est effectivement avec sa tenue dorée là, et Kylo Ren, donc il a 23 ans, hein, il en a pas 29 comme quand on le rencontre dans l'épisode 7. Et au niveau du dessin, au niveau du design de Kylo, bah il est infantilisé presque. Il a vraiment on dirait un jeune adolescent. On lui donne 15 ans et pas 23. Donc là aussi, c'est pas C'est une innocent. petite chose. C'est pas innocent du tout. On est vraiment censé réaliser à quel point cette relation est toxique et éprouver de l'empathie et même un instinct protecteur pour Kylo. On est censé avoir envie de protéger cet enfant,
tout cas ce jeune homme qui est codé comme un enfant, face à un prédateur. Donc si vous n'aviez pas encore eu cette pulsion en regardant l'épisode 8, là clairement en lisant la bande dessinée, je pense que c'est clairement ce que Lucasfilm cherche à provoquer chez le lecteur et la lectrice. Bon alors qu'est-ce qui lui fait? Parce qu'il faut qu'on résume un petit peu ce qui se passe pour ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, donc l'entraînement de Kylo par Snoke, c'est d'abord on commence très fort, il est suspendu dans le vide exactement comme il le fait à Rey plus tard, au-dessus d'une falaise avec en dessous des trucs pointus et tout, et il le lâche. Et il le lâche. Et en gros, si Kylo n'arrive pas à amortir sa chute grâce à la force, bah il meurt. Voilà. Et là, clairement, on est censé faire le parallèle avec le moment où Snoke torture Rey et la suspend dans le vide juste au-dessus de Kylo pour, au moment où il lit son esprit, il essaie d'obtenir la localisation de Luke Skywalker. Et donc, du coup, a posteriori, le désespoir, la détresse sur le visage de Kylo dans la salle du trône au moment où Rey est torturée, ça prend une saveur toute particulière quand on comprend qu'il s'est déjà retrouvé dans la même position au tout début de son apprentissage. Donc on avait déjà compris dans la salle du trône, en voyant l'épisode 8, qu'il était en détresse parce qu'il est amoureux de Rey et qu'il ne supporte pas de la voir souffrir. Mais ça fait aussi écho à sa propre souffrance. Donc là, on enfonce bien le clou dès la première page de la bande dessinée consacrée à Snow. Ah, c'est une éducation à la dure, hein, c'est le principe de jette le bébé dans l'eau, puis s'il nage, c'est bien, s'il se noie, bah tant pis. Tant pis, t'en trouveras un autre, c'est que c'était pas le bon apprenti pour toi, quoi. C'est vraiment terrible d'entrée de jeu. Et c'est ce qu'il arrête pas de lui dire pendant les pages, c'est qu'il n'est pas indispensable et qu'éventuellement, il pourra en trouver d'autres. C'est ça. Donc ça en dit long sur la relation qu'ils entretiennent. Et il joue complètement sur les insécurités de Kylo, sa peur de l'abandonnement, enfin de l'abandon, pardon, etc. Donc il sait appuyer là où ça fait mal. Il se doute bien que Kylo va tout faire pour se rendre indispensable auprès de lui, parce qu'il n'a plus d'autre endroit où aller vu que sa famille l'a trahi, etc. Donc son dernier refuge, croit-il, c'est Snoke. Et comme ses parents l'ont abandonné, l'ont négligé, etc., que Luke l'a trahi, a essayé de le tuer, voilà, là Snoke appuie clairement sur le bouton rouge dans la psyché de Ben Solo. Bon, alors comme il arrive à se tirer du mauvais pas dans lequel Snoke l'a mis pour lui faire son éducation, il arrive à survivre. Alors après, il décide de lui l'emmener faire un petit tour sur Dagobah dans sa navette. Mais alors dans la navette, il en profite pour lui mettre une bonne claque. Effectivement, ouais. Donc on se doutait aussi que Snoke avait maltraité Ben Solo / Kylo Ren physiquement. Pas uniquement verbalement et psychologiquement, mais aussi physiquement. Et donc là, ça se confirme dans le comics, puisque au moment où ils doivent sortir de la navette pour aller donc pour descendre sur la planète Dagobah et aller dans la grotte du côté obscur que Luke avait visité dans l'épisode 5, Kylo veut prendre son masque et Snoke lui dit bah non, tu le laisses. Et Kylo a juste un temps d'hésitation, ce qui est la justification suffisante pour que Snoke lui mette un gros pain dans la tronche au point de le faire saigner. Donc voilà, pareil, on est censé être choqué de cette interaction, de cette violence vis-à-vis de Kylo. Et puis ça, on le revoit dans le dernier Jedi, hein, quand il lui demande d'enlever son masque. Alors la raison pour laquelle il veut lui faire enlever son masque, c'est parce que il jouit du spectacle de la souffrance qu'il inflige à cette personne. En fait, ça lui plaît de voir le mal qu'il fait. Ah oui, on a affaire à quelqu'un de profondément sadique, ce qui est tout à fait logique, hein, à partir du moment où on a affaire à un personnage qui n'hésite pas à cibler des enfants et à les maltraiter. Bon, vraiment, on a affaire à un sadique. Et c'est vrai que Ben Solo, son visage est très expressif. Et on le lit comme un livre ouvert, donc clairement, Snoke veut qu'il tombe le masque pour le rendre encore plus vulnérable. Et comme tu le dis si bien, vraiment jouir à fond de la souffrance qu'il inflige à ce jeune homme. Ouais, on est quand même à un autre niveau d'ordure, hein, par rapport à Palpatine, qui était plutôt dans le type machiavélique, qui tirait les ficelles sur du long terme. Il n'a pas maltraité physiquement ou psychologiquement Anakin. Il a fait du long travail de sape qui lui a profité à terme. Mais là, on est quand même à un autre niveau, hein. Même si ce sont les deux représentations du mal absolu dans la saga, vraiment des méchants irrécupérables, etc., ce sont quand même deux styles différents
Et Snoke est plus brute. Ah, C'est une brute. ouais, je dirais c'est pervers pépère, moi. Hein. Je dirais vraiment à fond. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, et il y a une forme de perversion qui est différente de celle de Palpatine. Tu as tout à fait raison de le souligner. Alors, donc ils arrivent sur Dagobah. Et là, direction la fameuse grotte, la fameuse cave souterraine où Luke avait fait ses classes. Alors, il n'a pas choisi l'endroit au hasard, hein, parce que, à mon avis, il y a plein d'autres grottes hein, partout dans plein de systèmes où il pouvait l'emmener. C'est vraiment pour l'obliger à repartir sur les traces de Luke. Et d'ailleurs, il y a encore quelque chose de Luke qui reste dans l'atmosphère et ça le met en stress, hein, Kylo, parce que il sent la présence de son oncle et ça ravive tout son traumatisme qu'il a obligé à quitter le temple Jedi. Et en plus, Snoke arrête pas d'appuyer encore une fois là où ça fait mal, puisqu'il n'arrête pas de comparer Kylo à Luke Skywalker, donc à une personne qui a trahi et traumatisé Kylo, qui est la raison pour laquelle il a rejoint Snoke, il a fini par basculer. Et quand il compare Kylo à Luke Skywalker, c'est toujours pour chanter les louanges de Luke Skywalker, à sa façon tordue, hein, et insister sur le fait que Kylo n'arrive pas à la cheville de son oncle. Donc voilà, c'est une forme de torture psychologique avérée, hein, encore une fois, et très efficace. Il se fait rabaisser en permanence, pauvre garçon, parce qu'il n'arrive pas à la cheville de Vador, il arrive pas à la cheville de Leia, il n'arrive pas à la cheville de son père, il s'en sort jamais en fait. C'est le meilleur levier pour maintenir le contrôle sur lui, hein, de toute façon. Encore une fois, Snoke a très bien identifié et alimenté depuis l'enfance les failles chez Ben Solo. Et le maintenir dans un état de rage permanent vis-à-vis de sa famille également, parce que du coup, comme il se sent moins bien, pas assez bon, et ben ça continue à alimenter sa rage vis-à-vis de sa famille. Et à lui ôter toute possibilité de rapprochement avec sa famille, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va écarter de lui-même, parce que Snoke le persuade, et il se persuade lui-même à un moment donné, que de toute façon sa famille l'a trahi et ne voudra pas de lui. Donc ce chemin de repli, ce retour à la famille, grâce à la manipulation de Snoke, il ne l'envisage même plus. Donc comme tonton Luke, quand il rentre dans la grotte, il se retrouve confronté à ce qui lui fait le plus peur dans son devenir possible. Donc Luke, c'était de devenir comme Vador. Pour Kylo, c'est de devenir comme son oncle. C'est ça. En fait, il affronte sa plus grande peur. Sa plus grande peur, c'est son oncle, hein, parce que quelques semaines ou quelques mois auparavant, il a essayé de le buter dans son sommeil. En tout cas, c'est comme ça que Ben Solo a compris cette scène dans le temple. Et donc, il doit affronter son oncle. Son oncle qui refuse le combat. Dans la grotte, dans cette vision. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on va retrouver sur Crate. Kylo qui se retrouve confronté à une projection de Luke qui refuse de le combattre. Ça préfigure encore le dernier Jedi. Ils font vraiment plein d'allusions, ce qui renforce bien l'idée que le dernier Jedi, oui, c'est canon, ce qui s'est passé, c'est comme ça, et il n'y a pas de problème pour l'ensemble de la trilogie. Donc vraiment, ils rebondissent sur tous les niveaux de lecture du Dernier Jedi, qui est quand même un film extrêmement complexe, et donc ils en jouent énormément, et enfin, j'apprécie vraiment ces rappels qui alimentent la complexité du film, qui alimentent l'analyse et la richesse du personnage de Kylo, et plus largement de la nouvelle trilogie. C'était vraiment très sympa d'identifier ça dans la bande dessinée. Donc Kylo, il arrive à défaire son oncle, enfin à le tuer dans sa projection, donc il est tout fier, hein. Ouais, j'ai battu Luke Skywalker, j'ai réussi mon épreuve. Sauf que ce n'est pas la fin de l'épreuve. Il a une autre petite surprise, il a plus d'un tour dans son sac, pervers pépère, et il en réserve une autre. Luke, c'était la mise en bouche. Voilà. Pour notre pauvre Kylo, et la véritable épreuve arrive juste après, sous la forme de projection, enfin de vision de ses parents, qui lui demandent de rentrer à la maison. Qui lui disent qu'il l'aime, qu'il est aimé, qu'il peut rentrer, enfin qui font le geste vers lui qu'il a encore sa place dans la famille et qu'il n'est pas trop tard. Et là, la réaction, elle est intéressante parce que il peut pas. Il peut pas tuer ses parents, il peut pas lever la main sur eux, mais il est dans une position très difficile parce que Snoke est juste à l'extérieur de la grotte, il est connecté avec lui dans la force pour ressentir ses émotions, ses réactions. Donc là, Kylo se retrouve exactement dans le même genre de situation que, encore une fois, dans la salle du trône, sauf que cette fois-ci, c'est vis-à-vis de Rey, puisqu'il doit faire croire à Snoke
qu'il va frapper Rey, ou là en l'occurrence la projection de ses parents, sans avoir à le faire parce qu'il est incapable de leur faire du mal. Et donc il fait son petit, sa petite manœuvre de passe-passe, son côté filou, hein, qui est, en fait, il transpose sa rage sur autre chose. Donc il détruit la caverne autour de lui. Donc Snoke, qui ne cherche que les sentiments, les émotions, perçoit cette rage, cette colère, pense qu'il est arrivé à accomplir ce pourquoi il était là. Et en fait, eh ben, il l'a complètement arnaqué. Il l'a arnaqué, il l'a complètement roulé dans la farine. Et c'est exactement la même stratégie qu'il adoptera pour protéger Rey dans la salle du trône, dans l'épisode 8. Donc en fait, il ne le porte pas la main sur ses parents. Il défonce la grotte du côté obscur. Il défonce le Nexus de Dagobah. Bon, et ça, c'est super intéressant à plus d'un niveau parce que d'abord par rapport à ce qu'il finit par faire dans le réveil de la force, c'est-à-dire tuer son père, s'il a échoué dans un premier cas, ça rajoute encore plus à l'émotion et à la difficulté quand il s'est retrouvé face à son père parce que lui, il sait qu'il est incapable de le faire. Il a échoué une première fois. Et c'est pour ça qu'il Ouais. se retrouve sur le pont après à dire je sais ce que j'ai à faire, mais je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas. Et il sait qu'il est en situation d'échec par rapport à ça. Ouais. Le conflit qui a tellement été, enfin, si brillamment été interprété par Adam Driver, donc dans cette scène de l'épisode 7, prend lui aussi encore plus de profondeur et c'est encore plus un crève-cœur une fois qu'on a pris connaissance de cet élément de background de cette scène sur Dagobah, quoi. C'est encore plus déchirant quand on se dit bon, ce pauvre garçon, enfin voilà, encore une fois, on est vraiment censé éprouver de l'empathie pour lui, de dire, mais ce pauvre mec, il a jamais eu un moment de répit, c'est affreux. Cette destinée est terrible. Donc on n'est vraiment pas censé se réjouir que Snoke soit un badass, parce que moi ça m'a beaucoup gêné dans des vidéos qui ont été postées en français ou en anglais là, dès que la bande dessinée est sortie, où t'as quand même des mecs qui étaient là, ouais, Snoke il est badass, etc. Et puis Kylo il va devenir badass aussi parce que son entraînement... À aucun moment ces personnes n'ont montré une once d'empathie pour le personnage, donc ils sont, à mon sens, passés complètement à côté de l'objectif de cette bande dessinée et plus largement, je pense, de l'objectif de la nouvelle trilogie, qui est d'éprouver de l'empathie pour Kylo Ren, pour Ben Solo, encore une fois le dernier Skywalker. On n'est pas censé le détester ou le mépriser, hein. On est censé vraiment être dans son camp et vraiment désirer qu'il connaisse enfin le bonheur après toute la merde qu'il a eu à affronter depuis qu'il est tout petit, quoi. Bah, puis ce qui est intéressant, c'est que quand il était déjà arrivé à accomplir le fait de tuer son oncle dans cette projection, il disait ah bah ça y est, bah je suis prêt à être enfin admis du côté obscur. Parce que quand je dis c'est un bébé Sith, non c'est pas un bébé Sith puisque c'est pas un Sith. De toute façon il l'est pas et il le sera pas, et il le sera jamais. Bon, mais il se disait ça y est, je suis prêt à être enfin intronisé comme le grand nouveau super méchant de la galaxie. Mais non, il n'était pas prêt puisque là on lui demande de tuer ses parents et qu'il n'a pas été capable de le faire. De la même manière, quand finalement il tue son père contraint et forcé parce que là il est acculé, il n'a plus le choix, et ben même là il pense à être prêt, il n'est pas prêt, il n'y arrive pas. Et il le paye très très cher. Puisque, comme le dit Snoke, ça lui a ouvert l'esprit jusqu'à l'os, quoi. Et puis belle préfiguration sur ce qui va se passer, hein, alors carrément allons-y franco, hein, les gars, non ça va pas être un badass, hein, c'est juste que ça va être la rédemption puisque il détruit autour de lui la caverne du mal, il détruit ça, il détruit un symbole qui est important, c'est fini, il y aura plus la place. Et même il dit quand Snoke lui dit ah bah j'avais prévu d'amener d'autres disciples et il lui dit non il y aura pas besoin, bah non il y aura pas besoin parce que ça va être la fin. Oui, il lui dit vous n'aurez pas besoin d'un autre apprenti. Moi, je le lis effectivement comme toi. Il détruit la caverne du côté obscur et effectivement, ça préfigure le fait que Snoke n'aura pas d'autre apprenti puisque Ben va le buter. Il y a ça aussi. Mais au-delà de Oui. ça nous renvoie aussi vers le fait que Kylo a besoin de se rendre indispensable auprès de Snoke parce que malgré ce que Anne et Leia dans la vision, dans la grotte, lui ont dit qu'il est aimé, qu'il a sa place dans la famille, qu'il peut revenir, il ne le croit pas et il pense qu'il n'a pas d'autre, qu'il est trop tard pour lui et qu'il ne peut pas revenir en arrière. C'est exactement ce qu'il dira à son père sur Starkiller. C'est trop tard. Et Rey lui affirmera le contraire quand ils vont connecter dans la petite hutte là, dans l'épisode 8 en disant il n'est pas trop tard. Mais lui-même est convaincu qu'il est trop tard.
Donc moi, je l'ai interprété comme ça aussi, ce passage. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode-là, enfin, dans cet épisode qui nous est donné, c'est aussi le fait que la colère, elle est pas montrée de manière négative. Finalement, sa rage à Kylo, elle peut servir à protéger ceux qu'il Mmh. aime. Et on le voit avec Rey, elle est pareille que lui. Elle se met en colère très souvent, hein. On nous la montre toujours comme un joli petit bouton de rose là, mais Pas non, du pas du tout, hein. tout. Elle est tout le temps vénère, hein. Elle aussi, elle tape beaucoup. Et c'est bien de montrer que on va peut-être arriver à cet équilibre qui est, bah non, il n'y a pas que à être un grand maître zen jamais en colère d'un côté, ou être un puits de violence sans fond. Peut-être que des fois, il y a des saines colères et il y a des saines émotions. Et les Jedi qui sortaient, qui étaient absolument contre les émotions et les passions humaines, peut-être qu'il y a un autre chemin qui est plus sain, qui est d'utiliser ces passions humaines pour protéger ce qui Oui. compte. Comme l'a dit Rose, hein, pas détruire ce qu'on déteste, mais sauver ce que l'on aime. C'est exactement ce qu'a fait Kylo dans cet épisode de la caverne, mais également dans la scène du Mmh. trône. Il a sauvé ce qu'il aimait. Il a pas détruit Snoke. Après tout, il a pas détruit Snoke pour détruire Snoke. Il avait plein d'occasions de le faire avant. Il a jamais eu le courage de le faire. Il l'a fait au moment où ceux qu'il aime étaient dans la balance. Et c'est intéressant de voir que, ce mec qu'on a quand même, représenté en train de péter les plombs, justement se laisser aller à la colère, au moment où l'enjeu c'était de sauver Rey, donc sauver celle qu'il aime, il a réussi à canaliser cette colère qui est devenue une colère froide, calculatrice, pour tromper Snoke, exactement comme il l'a fait dans la grotte de Dagobah, dans la bande dessinée, et vaincre. Donc effectivement, là, c'était une saine colère, et je pense vraiment que l'épisode 9, enfin cette trilogie nous amène à ça. Les deux extrêmes, Jedi ou Sith, étaient des hérésies, étaient dans l'erreur, et justement la balance, enfin l'équilibre de la force à laquelle on tend et que Kylo et Rey vont accomplir, c'est exactement ça, c'est que on peut éprouver des émotions, même des émotions fortes, mais et estampillées négatives comme la colère, etc., mais les utiliser à des fins positives. Ce qu'on peut retenir du coup de cette BD, il me semble, c'est que mis au pied du mur, Kylo protégera toujours ceux qu'il aime. Oui. Bon, première chose. Donc, je crois que c'est un bon spoiler pour le numéro 9, hein. Ensuite, que ben oui, la rédemption, oui, ça va avec. Je pense que c'est cette question-là que visiblement il a toujours été dans le doute et dans l'incertitude. Enfin, même quand il était au tout début de son apprentissage, il n'était pas complètement à fond, hein. Et puis aussi que ben non, c'est pas badass, hein. Snoke, c'est vraiment une pourriture de dernière pourriture, du look, de la manière dont il parle, de la manière dont il traite Kylo. Enfin, il y a rien à en retenir de ce type. Non, si ce n'est que c'est vraiment une saloperie, et ça donne beaucoup d'espoir, pour Ben Solo, parce que tu te dis que finalement ce mec que beaucoup de fanboys considèrent comme faible et cetera, a une force, mentale et de caractère exceptionnelle. C'est quand même quelqu'un que Snoke a ciblé dans le ventre de Leia. Donc avant même sa naissance, Snoke avait commencé à instiller son poison dans son esprit, et il a fallu attendre que la vérité sur Dark Vador soit révélée dans Lien du sang pour ruiner la carrière de Leia, et que Kylo apprenne qu'il était le petit-fils de Dark Vador par un flash d'actualité, quoi, et que son oncle essaie de le tuer dans son sommeil pour qu'il finisse par basculer. Donc ça veut vraiment dire que, et il avait 23 ans, donc il a résisté 23 ans aux manipulations de Snoke, et une fois qu'il a basculé, il n'a jamais été à 100% corrompu par le côté obscur, par Snoke. Donc c'est vraiment l'appel de la lumière, c'est quelque chose qui est resté chez lui malgré tout ce qu'il a traversé. Moi je pense que ça en dit très long sur sa force de caractère et sur le fait qu'on a vraiment affaire à un héros qui a été amené sur le mauvais chemin par tout un tas de forces extérieures, d'éléments extérieurs extrêmement puissants. Sa rédemption a tout son sens parce que c'est un héros. Ben Solo est un héros, vraiment. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Ça va être dur à encaisser pour certains. Ah bah, c'est ils savent pas lire, ils savent pas comprendre ce qu'on leur envoie, tout support confondu. Enfin là, tant pis pour eux, hein, mais C'est vrai que tous les détails qu'on arrive à obtenir un peu partout dans l'univers étendu sur la petite enfance ou l'adolescence de Ben Solo, il y a de quoi, s'arracher les cheveux, hein, parce qu'il a eu vraiment une enfance pourrie.
Il a failli se faire buter à 2 ans par des robots, des robots tueurs piratés. Il y en avait quand même le robot de cuisine s'apprêtait à lui couper le cou. Ouais. Donc on est quand même à ce niveau de maltraitance. Hein. Donc c'est compliqué. N'importe qui serait traumatisé à moi. Hein. Moi, je pense que à sa place, je verrais un robot. Moi, le robot, je l'éclaterais à coups de tatane. Bon, et ben justement, d'ailleurs, il n'a pas beaucoup de robots autour de lui. Ouais, c'est pas, ça l'intéresse pas des masses, sauf quand ils contiennent la, la carte menant à Luke Skywalker. Mais c'est un peu comme Rey, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu des vies pourries, avec un degré de trauma invraisemblable. Alors forcément, on force le trait parce qu'on est dans la fiction et en plus, on est dans le conte de fées. Donc, il faut que ce soit exagéré, exacerbé. Et l'un comme l'autre font preuve quand même d'une résilience incroyable. Donc, ce sont vraiment deux personnages admirables à tous les niveaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette nouvelle bande dessinée, donc Edge of Resistance, consacrée au suprême leader Snoke. On vous invite à aller regarder la bande dessinée de vous-même pour vous faire votre propre opinion, bien sûr. Et puis, restez à l'affût pour, dans la suite de la série Edge of Resistance, les volumes consacrés à Rose et à Rey. Donc, on devrait avoir aussi matière à réflexion. On vous conseille vraiment toute la série. Elle est très bien faite. C'est la jolie production. Bon, nous, enfin moi, j'attends celui sur Kylo. Hein. Je Ah sais oui, pas il y a pourquoi. celui sur Kylo, ouais, c'est vrai. Et ça va terminer en beauté. Ils nous le gardent pour la fin. Ils nous font languir jusqu'au bout. On n'en peut plus. On est à bout. Et puis aussi la série L'Ascension de Kylo Ren, dont le premier volume devrait être publié juste avant la sortie de l'épisode 9. Donc je pense que là aussi, il y aura du très très lourd, mais ça nous amène à décembre. Donc heureusement qu'on va nous nourrir, que Lucasfilm va nous nourrir dans l'intervalle. Hein, parce que... Et puis du coup, vous pouvez compter sur nous pour être là à toutes les étapes et vous refaire des petits points d'actualité, des petits points santé, rédemption 2019. Oui, voilà. Parce que clairement, on se dirige vers ça, vers une note positive, joyeuse, pour finir cette année 2019 en beauté avec Star Wars. Youpi! Et donc on va vous laisser sur cette note joyeuse, même si le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, enfin c'est pas vraiment un podcast, mais des actualités d'aujourd'hui était un petit peu sombre par moment. Et on vous dit à très bientôt pour une vidéo podcast cette À fois-ci. très bientôt! À bientôt.